Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver, c'est Late et Smart, comme chaque soir du lundi au vendredi. Une émission un petit peu particulière ce soir avec une thématique autour de l'Afrique, vous allez voir. On va donc en parler pendant toute cette heure du continent africain sous différents angles, avec différentes questions de ma part, à deux spécialistes essentiellement autour des questions économiques, mais pas seulement. On parlera évidemment aussi un petit peu de géopolitique, de thématiques principales, comme c'est le cas dans l'émission, pour orienter cette émission un petit peu spéciale. Le premier débat, je l'ai appelé l'Afrique marché ou futur rival. On peut dire marché, source d'approvisionnement ou futur rival. L'idée, c'est de se projeter sur l'Afrique de demain plus que sur l'Afrique d'hier. Et typiquement, cette problématique permet aussi de poser la question du rôle aujourd'hui des anciennes puissances, entre guillemets, au sein des concurrents, puissances anciennes et nouvelles, évidemment, puisque ce sera forcément notamment question du rôle de la Chine en Afrique. Et puis la deuxième partie de l'émission, le deuxième débat, il est intitulé « Quel modèle de développement pour l'Afrique et en Afrique ?» Ce sera l'occasion à la fois de se poser la question de savoir s'il y a des pays plus modèles que les autres en termes de succès ou de futures recettes de développement, et de se poser aussi la question du point de vue des Africains et des pays d'Afrique. Quels sont les modèles à suivre éventuellement, pour le coup, ailleurs qu'en Afrique. Mes deux invités ce soir pour évoquer le continent noir, Jean de la Grévière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et vous êtes notamment le co-auteur avec Stephen Smith de l'Afrique en 100 questions. Vous avez la collection en 100 questions, donc l'Afrique en question, sous-titré 2,5 milliards de voisins en 2050. Tout de suite, ça pose la question, évidemment, de l'enjeu démographique. Étienne Giros, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique, le CIAN, et donc en tant qu'industriel, vous avez longtemps travaillé, toujours dans le groupe, la logistique du groupe Bolloré, très présent, on le sait, sur le continent africain. Merci à tous les deux d'être à mes côtés pour essayer de m'éclairer, d'éclairer les téléspectateurs sur ces questions. Tout de suite, la petite question apéritif pour démarrer l'émission. Apéritif autour de l'actualité, vaccin, coronavirus, crise sanitaire. J'ai trouvé 4 actualités aujourd'hui, et puis du coup je posais la question sur le sujet vu d'Afrique à mes deux invités. Alors 4 actualités autour de ces questions sanitaires du moment depuis un an. Au Royaume-Uni, on a observé aujourd'hui, ce matin, une minute de silence pour rendre hommage aux 126 000 morts de la pandémie, un an jour pour jour après la mise en place du premier confinement. Là-bas, c'était une semaine après nous, en mars 2020. En Israël, c'est les 4e élections législatives en 2 ans pour ce pays qui, vous le savez, est en pointe dans la vaccination, puisque c'est de très loin le pays qui a le plus vacciné sa population. En Russie, alors je sais pas, là on n'a pas eu la photo, je crois qu'il l'a fait de façon off, le président russe Vladimir Poutine s'est fait vacciner aujourd'hui. Il n'a pas voulu dire avec quel vaccin, parce que pas forcément le Sputnik V, il paraît qu'il y a 3 vaccins russes. Et donc c'est resté secret. Et à New York, le maire de la ville a décidé aujourd'hui d'annoncer pour le 1er mai la fin du travail à la maison pour 80 000 fonctionnaires municipaux. Voilà, ça c'était un petit travaux. Tout ça, ça ne parle pas d'Afrique. Moi, je voudrais vous lancer là-dessus précisément. Est-ce que, depuis un an, comme chez nous, est-ce qu'on en parle autant? Est-ce que les dégâts, les drames sanitaires sont aussi importants? Est-ce que cette crise sanitaire, ce coronavirus, et on ira plus loin après dans le débat, est un sujet majeur pour les années qui viennent aussi, du point de vue de l'Afrique et des Africains. Jean. Eh bien, il n'y a pas souvent de très bonnes nouvelles au sujet de l'Afrique, depuis plusieurs années, mais il y en a une quand même qui est moins mauvaise que les autres, c'est que, pour le moment, on ne vit pas en Afrique la catastrophe que l'on pouvait redouter. Je sais bien que les statistiques ne sont pas aussi fiables qu'en Europe, si tant est qu'elles le soient vraiment en Europe. Mais grosso modo, pour le moment, à l'exception de quelques poches, en Afrique du Sud notamment, ce n'est pas l'état combe. Ça a quand même des effets déstabilisateurs. On l'a vu par exemple au Sénégal récemment, où les contraintes liées au semi-confinement ont été à l'origine des émeutes qu'on a... Pas à l'origine, mais ça a en tout cas contribué à échauffer les esprits. Mais pour le moment,
On dit que c'est quoi? C'est surtout la jeunesse de la population qui explique, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit ici, je ne sais pas si... C'est une des explications. Alors on dit beaucoup qu'il faut vivre en plein air. Ouais. En France, ils vivent aussi. Par définition, ils vivent plus en plein air que... C'est grand. Il y a quand même, moi je pense que c'est une explication quand même plus solide. Il y a moins d'échanges, il y a moins de mouvements de population. Il y a moins de circulation de travailleurs même. Donc ça doit contribuer. Ça ne veut pas dire qu'ils soient à l'abri durablement. Évidemment. Étienne, peut-être aussi du point de vue des acteurs économiques, quelle est la perception, la vision et puis éventuellement les craintes ou pas par rapport à la crise sanitaire qu'on connaît depuis un an? Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Ça a été relativement la divine surprise. Parce qu'au mois de mars, je me souviens, nous étions tous très inquiets. Il y a un an. Mars dernier, en 2020. Nous étions tous inquiets en disant que ça va être un désastre sanitaire pour le pays, pour le continent, pardon. Et en réalité, non, puisque vous savez qu'il y a à peu près le même nombre de morts sur toute l'Afrique, et ça, on peut les compter quand même, à peu près. Il y a le même nombre de morts sur tout le continent africain qu'en France, alors que la population est 20 fois supérieure. Et en plus, si vous rajoutez qu'il y a des poches, comme vous l'avez dit, qui sont l'Afrique du Sud et 1 ou 2 pays d'Afrique du Nord, plus le Nigeria, qui sont des poches qui font à peu près 60% des gens touchés, ça veut dire que les 50 autres pays sont très peu touchés. Et j'entends dire qu'il y a des pays en Afrique, quelques pays en Afrique centrale, où il n'y a absolument pas de Covid. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Alors les raisons, la jeunesse d'abord, ça c'est sûr. Il ne faut pas oublier que la moitié de la population du continent a à peu près 20 ans ou moins de 20 ans. C'est un des enjeux majeurs. La deuxième chose, c'est quand même qu'il fait chaud en Afrique. Et on sait que ce virus n'aime pas la chaleur. Et la troisième chose, c'est que je pense qu'il y a une immunité croisée. À force d'être confronté à des virus divers et multiples depuis des décennies, je pense que les organismes africains ont développé une certaine immunité croisée entre eux, qui, je ne suis pas scientifique, donc je ne vais pas aller plus loin, mais je pense que ça joue. Et donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et effectivement, le désastre annoncé n'a pas eu lieu. À suivre, on espère que ça reste comme ça, évidemment. Allez, tout de suite. Il y a une petite poussée quand même. Là, objectivement, depuis 2-3 mois, il y a une petite remontée qu'on suit, mais qui n'a pas explosé depuis 4 semaines. Ça va. Et notamment la question d'Afrique du Sud qui est importante. C'est les variants qui commencent à développer un petit peu plus le virus. Ce variant-là s'est exporté ailleurs, en dehors de l'Afrique. Allez, tout de suite, notre premier véritable débat de l'émission sur la question non pas du modèle, ça ce sera le deuxième, mais la question de savoir si c'est d'abord un marché, d'abord une source d'approvisionnement ou peut-être un futur rival que le continent africain. Marché ou futur rival, donc, ce continent africain. L'idée aussi de montrer qu'on va s'intéresser plutôt dans cette émission à l'Afrique d'aujourd'hui et de demain, plus qu'à l'Afrique d'hier, avec tous les atouts, évidemment, les handicaps, en tout cas toutes les problématiques qui aujourd'hui s'opposent aux Africains et au continent dans son ensemble. Jean de la Guérilla, je le rappelle, vous êtes le co-auteur avec Stephen Smith de cette Afrique en 100 questions, 2,5 milliards de voisins en 2050, 2 millions et demi de voisins de notre point de vue, de Français et d'Européens. Est-ce que vous pensez, déjà, une question très large, avant de rentrer peut-être plus dans le détail, dans le débat, que d'ici 2050, puisque c'est l'échéance que vous évoquez par rapport aux questions démographiques, le statut de l'Afrique dans son ensemble aura significativement évolué, soit dans sa réalité économique ou autre, soit dans sa perception pour nous, Français, ou pour nous, Européens, par rapport à l'idée de considérer, comme un marché ou comme un rival. C'est la question que l'on pose. Il y a un fil conducteur quand même dans ce livre qui est très disparate, 100 questions qui vont, non pas dans tous les sens, mais en tout cas qui couvrent un large champ. Oui, la politique, la culture, l'économie, la géopolitique, l'histoire. On va dire un point de vue français, qui est le mien, et Stéphane qui travaille dans une université américaine et qui élargit beaucoup le point de vue, qui donne... on peut dire la sensibilité américaine. Oui. Bon, et bien la question que l'on se pose, puisque l'aboutissement du livre, c'est ce constat que on arrivera sans doute à 2,5 milliards, ou à peu près. Mais dans quel état l'Afrique se présentera-t-elle? À vrai dire, on n'en sait rien. Ça peut être catastrophique, parce que le développement n'aura pas suivi. Ça peut être aussi, et alors ça sera conflictuel peut-être avec d'autres continents,
Ou bien alors, ils ont réussi, peut-être en sautant d'ailleurs une étape du développement, une étape productiviste, le travail en atelier, une agriculture intensive. Au fond, ils auront peut-être, puisqu'ils n'auront pas connu cette étape industrielle, avec, dans ce qu'on appelle le développement durable, si on les y aide, eh bien, ça sera un continent à peu près stabilisé et un partenaire fiable. Mais personne, en tout cas pas nous deux, ne s'aventure à faire un pronostic. Vous avez mis la question démographique dans le titre du livre parce que c'est l'enjeu majeur. Vous le disiez vous-même, effectivement, si c'est à état de développement inchangé, c'est probablement un gros problème. Si c'est à état de développement différent, ça peut être un gros atout que cet accroissement de population. Ça ne sera pas facile, de toute façon, vu la courbe démographique qui ne changera pas. Les chiffres que nous avons pris sont ceux de l'ONU, sauf à supposer que la Covid se manifeste. Et on va évidemment pas l'espérer. C'est pas une hypothèse. C'est pas la direction qu'on prend. Ouais. Mais il y aura de grands problèmes d'éducation, de stabilité politique, parce que évidemment plus la population se développe, plus la demande est forte. Il y aura un problème d'immigration aussi, qui nous concerne tous. Donc, évidemment. Étienne, par rapport à cette échéance de 2050, même question très générale, est-ce que vous imaginez que le statut du continent aura changé d'ici là, soit dans notre regard, soit dans la réalité? J'aime bien votre titre, mais je ne suis pas d'accord sur les deux termes. Je ne pense pas que l'Afrique sera un rival, mais sera un partenaire. Et je ne pense pas que l'Afrique est un marché. Pour nous autres Français, c'est beaucoup plus qu'un marché. C'est un partenaire. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et je crois que c'est un petit peu... Parce que là, moi j'avais volontairement, effectivement, voulu se projeter dans le futur en essayant d'oublier le... Votre titre est très bon, mais je crois qu'il faut le corriger pendant c'est un partenaire. Alors maintenant, la chose clé, et Jean l'a dit, sur le continent africain, c'est la croissance démographique. Il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est ça. Donc, je rappelle quand même les chiffres. 1 milliard, en gros, 1,5 milliard d'Africains aujourd'hui, 2,5 milliards en 2030 ou 2035, selon les cas. C'est-à-dire dans une génération. Ouais. 2 millions. 50, pas 2030. 2 milliards 500 millions. Ouais. Et deuxième chiffre, et après j'arrête sur les chiffres, 20 millions de jeunes aujourd'hui, jeunes Africains, arrivent sur le marché du travail. Ça veut dire qu'il faut trouver du travail pour 20 millions de nouveaux employés par an. Tous les ans. Ça donne un peu le vertige. Alors maintenant, moi, mon idée et ma thèse, c'est que l'Afrique aura et connaîtra une croissance forte pendant au moins plusieurs décennies. 4, 5, 6, 7%. Ça, c'est sûr. Et donc la question, c'est pas est-ce que l'Afrique va se développer en croissance ou pas. La question, c'est est-ce qu'elle va se développer et dans quelles conditions? Dans l'ordre ou dans le désordre. Comme vous l'avez dit, ça peut être un désordre politique, ça peut être un désordre démographique ou citadin surtout, parce que ça va être ce mouvement démographique s'accompagne d'une urbanisation forcenée. C'est le deuxième trait de caractère très important de cela. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut croire en l'Afrique. Parce qu'il faut d'abord anticiper sur ces risques de désordre ou de croissance non contrôlée, et puis il faut répondre aux besoins d'1 milliard de population en plus. Il va bien falloir que toutes ces personnes se vêtent, s'éduquent, mangent, se nourrissent et se soignent. Donc il y aura de la croissance. Mais dans quelles conditions? Nous sommes un peu acteurs de tout ça. Et donc il faut développer les partenariats. Partenariat, on sent que ce sera partenariat, on sent que ce sera la thématique. En ce qui vous concerne, vous évoquiez la question des villes. J'ai vu, c'était hier, je crois, circuler sur Twitter une infographie animée sur les grandes villes dans le monde. On partait de l'an 1500 jusqu'à 2050. Et alors, effectivement, on passait, pour ce qui est du passé, on passait de l'Europe puis aux États-Unis, puis à l'Asie, évidemment. Et je pense que c'était en 2050 que se terminait l'animation de projection sur les grandes villes, où les 3 principales villes du monde étaient en Afrique en termes de population. C'était une simulation, c'était des hypothèses, je ne sais plus quelle était la source, Lagos, Kinshasa, et j'étais plus étonné Dar es Salaam, je ne savais pas que c'était potentiellement une des plus grandes villes du monde, et probablement le Caire, qui pour le coup est une grande ville depuis très longtemps. C'est des villes qui vont frôler les agglomérations, bien sûr. Qui vont frôler 50 millions d'habitants. Est-ce que vous imaginez les problèmes de logistique, d'approvisionnement d'eau, d'électricité, de nourriture, etc., que ça pose? C'est gigantesque. Et être maire de ces grandes villes en ce moment, c'est un exploit. Alors, je disais,
encore une fois, j'avais orienté ce thème marché au futur rival. C'était aussi pour se projeter, essayer de faire des comparaisons par rapport à l'Asie. Aujourd'hui, voilà, qui a été une source d'approvisionnement de nos industries, qui est en train de devenir un marché et dont tout le monde dit que, notamment la Chine, qu'elle est en train de devenir un rival. Un marché quand même, si effectivement cette population se met à consommer, on peut imaginer que ce soit quand même un marché. Historiquement, l'Afrique a été aussi un endroit de ressources pour les anciennes grandes puissances. Oui, le pacte colonial, c'était quoi? C'était un pacte d'ailleurs le mot n'est pas approprié parce qu'il n'a pas été négocié. Oui, c'était pas un pacte au sens on se serre la main. Unilatéral. On emploie ce mot, mais c'est un état de fait. Oui. Eh bien, ça consistait pour l'Europe. C'est bien de le rappeler, vous avez raison. À s'approvisionner en matières premières et en contrepartie, toute relative, fournir des produits manufacturés. Et des infrastructures, enfin en tout cas participer. Et construire aussi, bien sûr. Bon, on peut imaginer donc dans un avenir relativement proche, certains produits manufacturés seront en compétition, en concurrence avec les produits européens, comme les produits chinois, par exemple, ou asiatiques le sont. Pour le moment, il n'y a pas en Afrique noire l'équivalent des fameux tigres asiatiques. Il y a eu une tentative, en tout cas à une époque on parlait de lions, vous l'évoquez dans votre bouquin, sur certains pays. C'était un espoir. C'était plus de l'espoir que du constat réel. Mais pour le moment, il n'y a pas de pays qui brille particulièrement, sauf peut-être l'île Maurice. On en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie sur les modèles éventuels. Il n'y a pas une industrie véritablement. Moi, je vais quand même continuer à parler en termes un peu conflictuels. Il n'y a pas de menace de concurrence africaine pour l'Europe en ce moment. Étienne insistait sur le lien particulier à la France, on va y revenir, par rapport au continent africain, en tout cas une partie de celui-ci. On a beaucoup dit depuis 15 ans, peut-être depuis le milieu des années 2000, que la Chine avait pris le relais des anciennes puissances coloniales en Afrique en tant que principal partenaire, en tant que principal financeur, en tant que principal client aussi des matières premières. Est-ce que ça, c'est toujours une réalité? Ça a été probablement à l'origine, je crois qu'il y a une décennie bénie, qui était 2005-2015, de forte croissance, Africa Rising, etc. Est-ce que cette puissance de la Chine sur place est toujours une réalité? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est accru? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est stabilisé selon vous, Jean? Ça se développe. Ça se développe. Bien entendu. Les fameuses routes de la soie. L'Afrique n'est qu'un maillon dans l'ambition planétaire de la Chine, sans se sentir toujours menacé par un péril jaune, n'est-ce pas? C'est un état de fait. Je crois que la pandémie actuellement leur complique un petit peu la vie quand même. Par exemple, un des aspects, à mon avis, intéressants de la politique chinoise, c'était de faire venir en Chine des Africains. Bon, avec la pandémie, c'est remis en question pour le moment. Mais on voit bien qu'ils ont quand même beaucoup de... Et notamment, y compris en Chine, il y a pu y avoir des tensions entre les communautés, autour en tout cas des étudiants. Et ce n'est pas complètement... Ça nous concerne directement. Il y a des milliers d'entreprises chinoises en Afrique qui profitent du fait que les produits importés par l'Europe ne le sont sans droit d'entrée. Certains produits fabriqués par des entreprises chinoises peuvent se faufiler en Europe à cette occasion-là. Pour le moment, en passant, ce n'est pas une quantité considérable pour le moment. Ça pourrait venir. Selon vous, la motivation des Chinois en Chine, c'est quoi? C'est d'abord les matières premières, c'est d'abord de l'approvisionnement alimentaire. On sait que c'est un sujet majeur pour la Chine. C'est ce qu'ils font. Mais je crois aussi qu'il y a une ambition politique, tout simplement. D'influence, d'être une grande puissance qui donne le pion aux anciennes puissances coloniales, voire la Russie
un moment été un acteur du jeu, enfin l'URSS était un acteur du jeu pendant la guerre froide, un peu moins maintenant. Disons que l'Afrique est un terrain de la guerre froide, un des terrains majeurs. Alors je ne voudrais pas insister sur l'histoire, parce que je voudrais plutôt être dans le futur. Mais maintenant, c'est comme disait le titre d'un ouvrage récent, c'est la guerre invisible. Mais c'est plus la guerre froide, mais il y a quand même des rivalités. Les guerres invisibles de Thomas Gomard, exactement, dans l'émission il y a quelques jours, absolument. Je crois que c'est très bien vu. Bon. Et il est évident que la Chine, en dehors des aspects commerciaux, qui sont évidemment très visibles, a une ambition... c'est difficile de parler d'idéologie aujourd'hui, mais en tout cas, une ambition presque impériale. D'expansion et d'influence, voire impériale. Étienne, votre regard sur Chine, enjeu du point de vue des anciennes ou des nouvelles puissances, entre guillemets? D'abord, effectivement, la Chine a une stratégie entre guillemets, le mot est peut-être pas très bien choisi, mais de conquête de l'Afrique. Ça, c'est une stratégie qu'elle mène avec beaucoup de régularité depuis 20 ans, puisqu'en gros, elle a multiplié par 10 ou 15 ses positions commerciales, politiques. Savez-vous, par exemple, que nous, les instituts français, on en a 600 dans le monde, les instituts Confucius, il y en a 800. Donc ça s'additionne aussi à l'impact économique, l'impact financier, il y a aussi un impact culturel. Donc c'est stratégique, c'est grande puissance, c'est aussi gagner... Elle avait comme avantage, excusez-moi, je vous interromps, de ne pas porter le statut d'ancienne puissance coloniale. Il n'y a pas de passé. Donc, et nous, on porte notre passé, on va y revenir peut-être plus tard. Mais en tout cas, eux, ils n'ont pas ça. Et donc, ils ont cette stratégie et ils cherchent aussi à conquérir des marchés parce qu'ils ont quand même un problème de production et quelquefois de surproduction. Et quand ils voient un marché, alors cette fois-ci, je réponds à votre question tout à l'heure, de leurs yeux, de 2,5 milliards, ils ne peuvent pas s'en occuper. Donc ça, c'est sûr. Alors maintenant, je pense qu'on interroge souvent, est-ce que les Chinois, ils sont bénéfiques ou néfastes pour l'Afrique? Moi, je pense qu'ils sont globalement quand même positif pour une raison, c'est qu'à mes yeux, sur les 6% de croissance à peu près qu'a connu le continent pendant les 20 dernières années, ils en sont la cause pour 2%. Les Chinois n'auraient pas été là, il y aurait eu 2% de croissance, grosso modo. C'est pour donner un ordre d'idée. Néanmoins, ils ont des pratiques, des manières de faire qui sont différentes des nôtres et qui, quelquefois, créent un écart de concurrence ou une concurrence déloyale avec les anciennes puissances ou les anciens acteurs. Donc ça, c'est un problème. Et nous faisons, Océane, une étude auprès des leaders d'opinion sur l'image des pays, qui a été faite, qui est sortie il y a 3 jours. Et il se trouve que la Chine, qui était relativement bien placée, a perdu 9 points par rapport à l'année dernière en termes d'image. Quelle image avez-vous du pays? Ça a été observé en Europe aussi et en Amérique, dans tous les pays. En fait, la crise du coronavirus a été, et puis une certaine arrogance récente, a eu un impact fort sur l'image de la Chine auprès de tout le monde. Donc j'imagine aussi en Afrique. Le fait qu'ils ne s'intègrent pas aussi au sein des populations et dans leurs investissements, ils restent assez à part. Ça joue aussi, et puis leurs comportements commerciaux, disons. Voilà. Alors du coup, si vous faites l'étude, qui s'en sort bien aux yeux des les anglo-saxons des Africains. et certains pays d'Europe, l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada, est bien placé aussi, et la France qui reste quand même placée, mais derrière toutes ces grandes puissances. Mais pour des raisons, cette fois-ci, à mon avis, historiques et liées à notre passé. Avant la Chine, on disait que c'était les États-Unis qui avaient pris la place de la France et de la Grande-Bretagne, les anciennes puissances coloniales, notamment en termes d'investissement, en termes de... Ça, franchement, je ne le vois pas. Nous sommes quand même, après les États-Unis, parce qu'ils ont le secteur pétrolier largement en main, et c'est la seule raison. La France est le deuxième pays avec les investissements en place, ça s'appelle les investissements locaux, le stock d'investissements fait par la France. Nous sommes le deuxième. Après les Américains qui investissent beaucoup dans le pétrole. Nous, c'est beaucoup plus généralisé. Donc, on n'a pas du tout perdu pied. Savez-vous que nos exportations françaises sur l'Afrique depuis 20 ans ont doublé en volume? En revanche, les importations et les exportations du continent africain ont quadruplé. Donc, notre part de marché a été divisée par 2, paradoxalement. Donc, on dit qu'on perd pied. On ne perd pas pied. On croit moins que les autres. C'est ça la différence. Et on part en plus d'un niveau différent. Non, mais pour revenir à la Chine, je pense que là, on a une décision stratégique, nous autres Européens, qui est comment nous y prend-on vis-à-vis de ce pays, parce qu'ils ont la volonté qui quelquefois nous manque, pour plein de raisons. Et donc, est-ce qu'on fait... Là, vous dites nous autres Européens. Nous autres Européens. Est-ce qu'il y a une logique est-ce qu'il y a une logique européenne par rapport à l'Afrique? Vous dites pas vraiment. Dans le livre, vous l'évoquez la question. Est-ce qu'il y a une politique européenne vis-à-vis de l'Afrique? Pas vraiment. Il y en aura de moins en moins, dans ce sens que la Grande-Bretagne, s'étant retirée de l'Europe, peut avoir
la tentation, à mon avis bénéfique pour l'Afrique, de s'investir bien davantage qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent. Et c'est un des aspects, à mon avis, assez peu étudiés du Brexit, n'est-ce pas ? Au moment où la Grande-Bretagne se retirait de l'Europe, il y a eu une espèce de sommet anglo-africain autour de Boris Johnson, avec des chefs d'entreprise et tout. Bon, pour le moment, c'est resté au stade déclamatoire, mais ça pourrait quand même, il pourrait y avoir un retour en Afrique, de même que... Et il y a une histoire, rappelons, entre la Grande-Bretagne et l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud, évidemment. En partenaire, si on fait l'abstraction. Les Français et les Anglais. Oui. Bon. Mais les Allemands ont été évincés. Un peu de Belges. Ouais, un petit peu de Belge au milieu, mais les Allemands au Congo, bien sûr. ont été évincés pour les raisons que l'on sait après la guerre de 14-18. N'empêche qu'ils sont très présents sur le plan commercial, je crois, qui nous ont dépassés sur le plan des exportations. Tiens, donc, on balaye les anciennes puissances. On est beaucoup plus présents localement. Les entreprises françaises sont plus présentes que les autres pays européens avec des filiales locales. Donc ça ne compte pas dans les importations et les exportations. C'est une petite nuance. Dans le développement du continent. Alors, je ne sais plus quelle était la question de départ sur vous parlez de l'économie informelle dans votre livre, et vous dites on peut même se demander si l'avenir n'appartient pas à l'informel, non seulement à cause de la croissance continue de la population africaine, qui rend illusoire la création d'emplois en nombre suffisant dans le secteur formel, c'est-à-dire les entreprises, les administrations, voilà, mais aussi en rayon de l'essor de la gig economy, l'économie, alors vous dites économie de tâcheron, économie du cachet dont on parle, y compris chez nous. Et dans les pays développés, ou même chez nous, effectivement, l'emploi, l'informel devient quasiment de plus en plus important. Donc vous dites, ça va donc l'être encore plus en Afrique pour des raisons de base de départ moindre en termes de développement. Oui, en France, en tout cas, l'emploi avec des contrats indéterminés. Oui, il y a de plus en plus d'indépendants. D'auto-entrepreneurs, on appelle ça comme ça, mais c'est quand même peut-être pas assez solide que l'affichage. Mais chez nous, ça rentre dans les statistiques quand même. La question, c'est est-ce que ça rentrera dans les statistiques de croissance, de développement En Afrique, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs. Ils n'ont peut-être pas le mot, mais de facto, il y a tous ces gens qui... Bien sûr, c'est ce que vous appelez l'économie informelle. Oui, mais qui est important. Qui est majeure dans le... Qui est majeure, et qui est peut-être plus à l'abri des grandes secousses économiques ou des bouleversements que pourrait provoquer le développement de la pandémie. C'est un secteur quand même aura terme. Très concret du quotidien. Très concret et qui n'est pas facile à déstabiliser par le contexte économiquement. Ce que vous dire, ça pourrait être un atout. Vous pensez que ça pourrait être un atout? Ça serait un moindre mal, en tout cas. Étienne. Oui, l'économie informelle, c'est en Afrique subsaharienne 90% des emplois. Vous connaissez ces chiffres, quand même. Et 50% du produit national brut. Donc la richesse créée vient 50% de l'informel, 50% du formel. Et 10% des gens employés se le sont dans le formel et 90% dans l'informel. Alors c'est en gros, ça peut varier selon les pays, mais c'est ça. Alors l'économie informelle en tant que telle, elle n'a rien de mal. C'est une économie du lendemain, si je puis dire. Et au moment de la crise du Covid, les gouvernements ont fait très attention à ne pas trop durcir les règles sanitaires, parce que si vous empêchez les gens de sortir, en gros, dans l'économie informelle, beaucoup de personnes consomment le lendemain même ce qu'ils ont gagné la veille. Donc si vous fermez les activités, ils n'ont plus quoi manger. Donc ça, c'est un problème. Alors l'économie informelle, elle pose au fond un seul problème. En tant que telle, moi j'ai aucun problème et nous ne devons avoir aucun problème théorique avec l'économie informelle. Mais un seul problème, c'est que pour les biens communs, le fonctionnement de l'État, les services publics, les couvertures sociales et les couvertures de retraite, eh bien, vous n'avez que 10% des personnes qui payent qui sont et 50% de l'économie qui paye. Et donc, ça retarde un peu la mise au niveau social et économique et des infrastructures du pays. Et ça, c'est le vrai problème. Au fond, 50% des entreprises et d'activités payent l'impôt en Afrique. Et donc, après, on s'étonne qu'il n'y ait pas d'infrastructure. Il y a les pays d'Europe, vous n'êtes pas loin d'être les mêmes chiffres, mais oui, peut-être. Et donc, il faut progressivement faire un plan de 10 ans ou de 15 ans pour amener tranquillement le secteur informel vers le formel. Si vous le marquez d'un seul coup, c'est évidemment, les gens ne peuvent pas le supporter. Mais s'ils comprennent, et si on arrive à leur montrer des amortisseurs sociaux, en gros, voilà, un petit peu de formel, un petit peu d'impôt, un petit peu de déclaration, apporte des avantages en face, et qu'ils le voient, ça va se faire. Parce que ça se fait
partout, et y compris d'ailleurs chez eux pour la moitié de l'économie. Donc voilà pour l'informel, mais l'informel est effectivement une source à la fois d'inventivité, de création de richesses et d'emplois absolument gigantesques. Jean, dans votre livre, vous posez la question de la malédiction des ressources. Est-ce que ressources considérables dans le sous-sol africain notamment, pas seulement, mais notamment dans le sous-sol africain, est-ce que ces ressources considérables sont toujours d'une certaine manière une malédiction, au sens que c'est ce qui attire l'intérêt de puissances soit étatiques, soit d'entreprises, pas forcément animées par le bien-être des locaux? Ça ne devrait pas l'être en soi, mais si on regarde ce qui s'est passé depuis 50 ans, évidemment, c'est le cas. C'est le cas. Si vous regardez l'état du Nigeria, par exemple, alors évidemment, il y a une surpopulation, mais enfin, on pourrait imaginer qu'un pays pétrolier comme celui-ci ne soit pas... Vous vous rappelez dans le livre que les pays les plus riches, notamment en hydrocarbures, sont les plus pauvres au niveau de leur population, en tout cas à date. Évidemment, il y a peut-être une richesse statistique, bien sûr. mais la population n'en profite pas. Mais il y a quelques exceptions. Le Botswana, par exemple, riche en diamants, est un des rares pays qui est très développé, sans problème majeur en Afrique. C'est quand même assez marginal. Mais enfin, on n'arrive pas à comprendre comment un pays comme le Nigeria est dans cet état-là. Bon, des pays comme le Gabon, qui ont une population beaucoup plus réduite, ne connaissent pas ce problème. Et puis alors, en dehors du... Gabon comme le Nigeria, c'était les hydrocarbures, notamment au large, notamment en offshore. Et le bois. Notamment en offshore. Et le bois. Et le manganèse. Enfin. Oui. Mais regardez, ça a été une source de malheur pour l'Angola pendant bien longtemps. Le Zaïre aussi, les richesses naturelles du Zaïre n'ont pas contribué, c'est le moins qu'on puisse dire, au bonheur de la population. Manifestement pas. Alors, en termes statistiques, évidemment, il y a une productivité. Et je veux dire, d'ailleurs, c'est vrai que ce que vous disiez, ces grandes entreprises pétrolières ont au moins l'avantage d'être imposables, en partie en tout cas, et alors que c'est ce qui manque, et effectivement, nous le soulignons dans le livre, l'économie informelle, effectivement, est une des causes alors du retard en infrastructure, puisque pas de recettes, ou très peu, pas de routes, pas de services sociaux, sanitaires ou autres. Avant de marquer une pause, vous diriez qu'il y a toujours une malédiction des ressources, entre guillemets, aujourd'hui en Afrique? Je crois, parce que... d'abord, il faut bien les faire, donc il ne faut pas critiquer le fait qu'il y ait des matières premières. Mais la malédiction, elle s'exprime par deux choses. D'abord, elle crée beaucoup d'injustices. Vous l'avez dit, j'insiste pas là-dessus, mais beaucoup d'injustices dans le pays. Et la deuxième chose, c'est qu'elle empêche le pays de se développer et de créer de la valeur, et de créer des emplois pour l'avenir, et de préparer l'avenir. Quand vous avez des recettes pétrolières ou de matières premières qui vous apportent beaucoup de devises, vous avez la richesse pour importer des biens manufacturés, qui sont par définition souvent moins chers que ce qu'il faudrait mettre sur la table pour les fabriquer localement, petitement au début. Et donc vous l'importez, et vous ne faites pas l'effort, collectivement j'entends, de fabriquer une industrie de création de richesse et de création de valeur. Et du coup, quand il n'y a plus de matières premières ou quand la population augmente, il n'y a pas de travail. Et il n'y a pas de richesse, et c'est le cas des pays que vous avez cités. Je donne un contre-exemple, c'est le Sénégal, même s'il y a eu quelques soubresauts il y a 3 semaines. Le Sénégal est un pays, en dehors de l'arachide et du coton un petit peu, qui n'a quasiment pas, et de la pêche, qui n'a quasiment pas de matières premières, quasiment pas. Et c'est un des pays qui se sort le mieux de la situation actuelle en Afrique de l'Ouest et même en Afrique tout court. Ils sont entre 7 et 8% de croissance par an. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que ils se disent il faut bien qu'on crée de la richesse et ils créent des développements eux-mêmes. Allez, on marque une courte pause. On se retrouve dans un instant. On va parler des différents modèles de développement au sein du continent africain. Tout de suite. Retour dans Late et Smart, merci de rester avec nous. Émission un peu spéciale, un peu différente autour de la thématique de l'Afrique et de ses perspectives de développement. Ce soir, quel modèle de développement précisément? C'est le thème de cette deuxième moitié de l'émission. Alors on peut peut-être démarrer par quel modèle de développement au sein du continent. Est-ce qu'il y a des pays modèles? Il y a régulièrement, ce que vous expliquez dans le livre, il y a régulièrement des pays qu'on met en avant. Il y a eu le Ghana, il y a eu
l'Éthiopie comme étant des... Et puis de temps en temps, ça retombe un peu. Après, on ne peut pas forcément être modèle tout le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, 2021, il y a des pays qui se distinguent? Tout à l'heure, vous signaliez l'île Maurice, mais qui est un tout petit pays, donc je ne suis pas sûr que on puisse se généraliser. Mais écoutez, à ma connaissance, moi, il n'y a pas de pays qui soit vraiment incontestablement modèle actuellement en Afrique. Et d'ailleurs, modèle, ça dépend dans quelle perspective. On ne sait pas si vous parlez. Alors, il y a eu un chef d'État qui a eu le prix Nobel, c'est le Premier ministre de l'Éthiopie. Alors maintenant, entre-temps, et depuis, il a mené une guerre, donc on ne sait pas s'il est toujours modèle, mais en tout cas, d'un point de vue économique, est-ce que l'Éthiopie n'est pas quand même une de ses étoiles, un de ses lions africains? Quand on voit de quoi elle est partie, et effectivement, avec ces zones économiques. Moi, quand j'étais gamin, l'Éthiopie, c'était la famine. Donc, de savoir que Ethiopian Airlines, c'est la plus grosse compagnie d'Afrique, que Addis Abeba est un hub aérien de toute l'Afrique, que c'est que le Premier ministre a le prix Nobel, il s'est passé quelque chose, manifestement. Est-ce que ce modèle est tout à fait transposable? Est-ce que d'ailleurs, on dirait, est-ce que l'Éthiopie est vraiment l'Afrique noire? Enfin, en tout cas, je ne sais pas, c'est en Afrique, en tout cas. C'est l'Afrique de l'Est. C'est la Corne, un peu. C'est la capitale de l'OIA, de l'Union africaine maintenant, mais bon. C'est, à mon avis, c'est quand même un peu marginal. Mais moi, je ne vois pas aujourd'hui un modèle qui s'impose, en tout cas. Économique ou politique, oui. Ça dépend d'ailleurs. Déjà économique, puisqu'on n'est plus sur l'économie ici. Le Sénégal, c'est pas si mal, finalement, le Sénégal, au point de vue stabilité. Manifestement, politique, c'est moins bien, puisqu'il y a des petites émeutes, tout le monde n'a pas l'air content. C'est moins pire qu'ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans le... Oui. Non, mais si on recherche un pays qui est relativement peu riche, arrive à quand même à avoir un niveau de vie sociale et politique acceptable, c'est pas si mal, le Sénégal. Bon, ce n'est pas flamboyant sur le plan économique. Non, ce qu'il y avait, pendant plusieurs années, il y avait des modèles idéologiques pour l'Afrique. Bon, vous preniez le Zaïre, par exemple. Bon, alors c'était le capitaliste. La République populaire du Congo, c'était le modèle. On était plus sous influence de l'URSS à l'époque. Mais là, on était dans le terrain de la guerre froide. Oui, mais ces pays avaient des modèles idéologiques et même sur le plan. Ils devaient choisir leur camp, entre guillemets, à l'époque de la guerre froide. Maintenant, il n'y a plus de modèle, en tout cas à l'extérieur. À l'intérieur du pays, est-ce que les Africains considèrent qu'il y a un pays modèle sur leur continent? Je parle de l'Afrique noire. Franchement, je n'en sais rien. Étienne, votre sentiment sur des pays qui seraient plus modèles que les autres, en tout cas notamment du point de vue économique, parce que comme on ne peut pas parler de tout, on va surtout parler d'économie. Je vais vous répondre uniquement sur l'angle économique. D'abord, c'est un peu un vertige, parce que cette question du modèle économique, c'est la réponse à apporter au défi démographique, qui, quand on regarde, je répète les chiffres... C'est ça qu'on avait commencé par ça tout à l'heure. Ça donne quand même un peu le vertige à tout le monde. Alors, il y a eu des phases. Après les indépendances, dans les années 60-70, le modèle économique qui a été choisi en dehors de la question des matières premières, dans les pays d'Afrique, ça a été de dire on va créer de la valeur, on va créer des industries locales. Et souvenez-vous, c'était les aciéries, les cimenteries, les usines industrielles. Notamment pour ceux qui avaient des matières premières. Ouais. Et avec des caisses de stabilisation relativement étatisées. Et ça a duré 20 ans avec un peu de protection douanière. Pour dire on va se développer à l'intérieur sans importer les biens, et on va créer de la valeur et nourrir notre marché avec la production intérieure. Ça a duré jusqu'aux grandes périodes de stabilisation des années 90, imposées par la Banque mondiale et le FMI, qui ont fait voler tout ça en éclats à cause de la mauvaise gestion de ces systèmes, qui donnaient lieu à beaucoup de gabegie et d'inefficacité. Donc on est entré dans les années 90 dans une grande phase de privatisation. C'est un autre modèle. On a privatisé tout ce qui était public, quasiment tout. On a cassé tous les modèles de centralisation, de caisse de stabilisation, d'équalisation des prix, etc. Et on a laissé le marché jouer son rôle. Et on a baissé les droits de douane. En se disant, au fond, la concurrence et le marché vont jouer leur rôle. Et là, il faut reconnaître, et c'est le troisième point que je voudrais souligner, qu'à ce moment-là, on s'est confronté à un autre problème. Et ça, c'est pas très agréable à dire ni à entendre, c'est que les marchés africains et l'industrie africaine ne sont pas compétitifs. Pourquoi ? Non pas à cause du prix de la main-d'œuvre ou de la qualité de la main-d'œuvre, qui peut être excellente, c'est à cause des infrastructures et de l'environnement général. Quand vous devez construire une usine, investir dans une usine, et que vous devez, pour commencer, avant toute chose, construire 20 km de route, construire un embranchement ferroviaire, mettre une petite centrale électrique et construire 5000 logements pour votre personnel,
vous majorez votre prix de revient très fortement. Et donc, tant que les économies générales et les infrastructures ne seront pas productives à l'aune mondiale, on aura beaucoup de mal à créer de l'industrie qui rentrera dans le schéma mondial. Car je pense, moi personnellement, mais tout le monde n'est pas d'accord avec moi, je pense que l'Afrique ne fera pas l'économie d'avoir une industrie de la création de valeur. De dire l'Afrique va devenir le continent du tiers des services. Un continent de services. Mais il faut quand même bien fabriquer. Vous êtes dépendant de quelqu'un. Si vous êtes un continent de services, vous êtes dépendant de quelqu'un. Et à ce moment-là, si vous êtes un continent de services, il faut une formation. Même chez nous, c'est mieux d'avoir de l'industrie quand même, même si les services marchent. Il faut une formation professionnelle très bonne. Donc il faut payer tout ça. Et il faut des devises. Et il faut des devises. Il y a des programmes d'infrastructure, l'Union africaine ou de différentes. Alors, je ne sais pas où il y a des sommets avec des programmes d'infrastructure majeurs. Franchement, ça progresse. Il y a de l'ambition et il y a un peu de réalité quand même. Franchement, ça progresse. Ouais. Les chemins de fer, ça avance un peu. Les routes aussi. Enfin, évidemment, le continent n'est pas facile. Justement, est-ce que ce n'est pas grâce à l'argent chinois? J'y reviens. L'électrification augmente. Le service de l'eau s'améliore aussi, mais est confronté à un problème qui est la démographie. Quand vous avez 1 million, 2 millions, 3 millions tous les 2 ans dans une ville qui arrive en plus, comment voulez-vous ne pas avoir des coupures d'eau, des coupures d'électricité? Et donc c'est une course contre la montre. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle il faut d'abord tabler sur la formation professionnelle, deuxièmement sur les infrastructures, et troisièmement sur l'état de droit et la bonne gouvernance. Et si vous mettez ces 3 ingrédients, bon muet, et là je pense qu'on peut avoir une bonne création de valeur. Donc là, on est en modèle en termes de développement. J'essaie de. Voilà, il y a quand même, selon vous, un ou deux pays. Alors, je ne sais pas si c'est statistiquement plus riche que les autres, mais en tout cas, dans la réalité, donc, qui a plus fait ses preuves que d'autres et où la population. Assez curieusement, depuis une dizaine d'années, je dirais des pays d'Afrique de l'Ouest. Le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui ont des croissances légèrement supérieures à la moyenne de l'Afrique, alors qu'ils ont assez peu de matières premières, sauf la Côte d'Ivoire qui a du cacao. Mais ce n'est pas tellement ça qui cause la croissance. C'est des pays qui ont une gouvernance, qui font à peu près ce qu'on a cité tout à l'heure, de la gouvernance, de la formation professionnelle et des infrastructures qui s'améliorent. Alors après, reste un autre problème, je voudrais quand même le citer, qui est que cette croissance que l'on constate en Afrique, elle a une caractéristique, c'est qu'elle est assez inégalitaire, voire très inégalitaire. Et ça porte en germe des difficultés pour demain. Des difficultés ou des explosions potentielles, car vous avez 20 ou 30% de la population qui croît, la classe moyenne se développe, etc. Et en pourcentage, les pauvres, les vrais pauvres, en pourcentage de la population diminuent, mais en valeur absolue, ils augmentent, compte tenu de la crise démographique. Voilà. Jean, dans le livre, vous rappelez à un moment donné, j'essaie de rester sur ma logique de modèle, que notamment pour les Américains, l'Ouganda était le pays formidable, qui mettait en avant, M. Museveni avait toutes les qualités. C'est quoi? C'est des modes? C'est des logiques géopolitiques qui en fait n'ont rien à voir avec la réalité? Il y a des emballements. Et peut-être que la question linguistique joue aussi, après tout. Du point de vue des États-Unis, on préfère les pays d'Afrique anglophones, vous voulez dire? Inversement, du point de vue de chez nous, on préfère la... facile d'y aller. Non, mais c'est que... Il faut prendre ça en compte. Bien sûr, La langue. C'est pas pour rien qu'Étienne citait des pays francophones tout à l'heure, avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou le Togo. Il est bien accéléré. Mais je crois qu'ils en sont revenus, les États-Unis, de l'Ouganda. Et est-ce que la Chine, de ce qu'on sait, elle a des pays modèles qui lui plaisent plus que d'autres au sein des... connu l'entrée de la Chine en Afrique, en Tanzanie. Il s'est trouvé qu'en 1971, j'ai assisté au début de la construction du Tanzam, le train qui allait de Dar es Salaam à la ceinture de cuivre en Zambie. Bon. J'ai vu, je le raconte au début. Mais là, on était dans une logique, c'était pas la logique des Chinois d'aujourd'hui, c'était l'expansion idéologique de Mao, c'était quand même un régime. Ouais. Et ils avaient jeté leur dévolu sur un certain type de... En Tanzanie, il y avait le socialiste dit Ujamaa, qui était une espèce de socialisme agraire, avec le président Nyerere, un catholique, entre parenthèses, qui avait une espèce de vision très estimable de ce que devait être l'Afrique, mais qui n'a pas abouti. Mais si les Chinois avaient une préférence idéologique pour certains pays, maintenant, est-ce qu'ils font des choix?
je ne sais pas, je prenne... Aujourd'hui, ils font peut-être plus des choix en fonction de ce qu'il y a dans les sous-sols, précisément, compte tenu de leurs besoins, et qui sont aussi souvent les nôtres, d'ailleurs. Tellement, quand même, en Afrique occidentale, je ne sais pas. Non, mais je crois que d'abord, les Chinois, le premier choix, c'est où est-ce qu'il y a des matières premières, et où est-ce qu'il y a un marché où ils peuvent ensuite vendre leur propre production. Je crois que c'est les deux critères. Et puis, vous rajoutez un troisième ingrédient quand même, qui est l'influence politique ou générale stratégique, si vous voulez, qui peut aussi être un facteur. Mais pour repréciser sur votre question sur les pays qui peuvent être des modèles, on ne peut pas ne pas en citer 2 ou 3 autres, qui sont d'abord le Rwanda, qui est un petit pays d'Afrique centrale, mais qui est souvent cité en exemple comme un des pays africains qui marche le mieux. Et ils appliquent dans ce pays les règles relativement de base qui sont pas de corruption, une organisation très stricte, donc un état de droit très solide, beaucoup d'investissements, l'ouverture aux investissements extérieurs, et en gros, là, il y a la formation. Et donc, ça, alors le pays est petit, alors c'est plus facile évidemment de réussir ça dans un pays de 5, 6, 7 millions d'habitants que dans un pays de 180 millions d'habitants. Je dirais quand même que c'est paradoxal, c'est connu, mais enfin, le Rwanda, quand on sait ce qui s'est passé... Plus de 25 ans après la guerre, le génocide, bien sûr. C'est d'autant plus paradoxal. Rien n'est... Mais j'étais surpris, l'autre jour, il y avait un reportage à la télé sur le Rwanda, j'étais surpris de voir que ça se passait aussi bien aussi. Rien n'est irrémédiable. Ça, c'est la qualité et la capacité de résilience de l'Afrique. Oui, mais alors, le cas est extraordinaire, parce que l'image que l'on a du Rwanda, effectivement... Et pas du tout celle d'un pays successful. Mais en réalité, ça l'est. Et ensuite, vous dites qu'il y en a 2 autres. Oui, 2 autres. Selon vous. C'est le Kenya, qui se développe vraiment bien d'une manière assez équilibrée. Et le troisième, on l'a déjà cité tout à l'heure, c'est l'Éthiopie. Si je le cite, c'est pour préciser une chose. C'est le premier pays d'Afrique qui commence à être sous-traitant des pays asiatiques. Les Chinois, pour des raisons douanières que vous avez citées, mais aussi pour des raisons de main-d'œuvre formée et pas chère, commencent à décentraliser une partie de leurs usines, notamment textiles, en Éthiopie, pour faire fabriquer leurs textiles chinois. Et ensuite, alors soit ils le partent directement sur l'Europe, soit ils le réimportent pour eux. Et donc, ils délocalisent. Et ça, c'est une étape importante dans le chemin qu'eux-mêmes, les pays asiatiques, ont connu. Donc, effectivement, c'est un développement à l'asiatique, entre guillemets. Et nous-mêmes, nous nous sommes interrogés sur le fait que, est-ce que ça ne pourrait pas être une voie pour l'Afrique à la suite de la crise sanitaire et du Covid, où quand même on a mis le doigt sur la dépendance, par exemple, de la France, sur l'industrie, sur plusieurs de ces industries absolument clés, la dépendance aux pays étrangers. Est-ce qu'on ne pourrait pas relocaliser, entre guillemets, une partie de ces productions qui ont totalement quitté l'Hexagone dans certains pays d'Afrique où nous avons nous-mêmes des entreprises françaises, et ça créerait des emplois, et c'est sur le même méridien, c'est pas trop loin, c'est en plus assez respectueux écologiquement parce qu'il y a moins de transport, enfin, il y a pas mal d'avantages à ça. Mais pour ça, il faut du personnel formé, et donc ça pose le problème de la formation professionnelle, qui est absolument clé en Afrique, et il faut de l'infrastructure. Il faut l'électricité, il faut de l'eau, et ça, c'est peut-être pas très à la mode, mais le digital, la jeunesse, c'est très à la mode en Afrique, mais je répète qu'il faudra toujours quand même de l'eau, des routes et de l'électricité. Justement, alors il faut la vieille économie aussi. Vous citiez le Kenya, c'est intéressant. À une époque, c'était un peu cliché d'évoquer, il n'y a pas si longtemps, à propos du téléphone portable, d'évoquer le fait qu'on pouvait payer son taxi avec son téléphone portable à Nairobi quand on n'était pas capable de le faire en France, c'est-à-dire il y a 5 ou 10 ans, parce qu'ils avaient sauté l'étape du téléphone filaire, pour des raisons qu'on comprend assez comprend assez facilement, et étaient passés directement à l'étape suivante, qui est celle du téléphone mobile. Cellulaire, et dans certains domaines, ils pouvaient être assez en avance. Il y a d'autres exemples comme ça non, mais d'abord, ça c'est tout à fait vrai, et en général, la digitalisation, et notamment l'Internet et le téléphone se répandent partout en Afrique, et ça peut avoir des utilités extraordinaires. Exemple, l'agriculture. Savez-vous qu'à peu près 1/3 à 40% des productions agricoles, non pas primaires, enfin notamment les agrumes, etc., sont perdus en Afrique, faute de logistique, de connaissances suffisantes des coûts et de moyens de transport pour les apporter dans les centres urbains. Dans un pays, ou dans un continent plutôt, où il y a 2,5 milliards de personnes à nourrir. Et donc, pas encore, mais bientôt. Et donc, la relation avec la satellite. Autre exemple, pour le cacao, en Côte d'Ivoire. 5 millions de personnes travaillent sur le cacao en Côte d'Ivoire. Il y a 20 ans, c'était des prix qui étaient fixés en début de campagne, etc. Maintenant, vous avez les traitants qui sont ceux qui vont acheter le cacao bord champ aux paysans, qui ont leur portable, ils se renseignent sur le cours
du cacao de la matinée à 9h et ils fixent le prix pour la journée. Et tout ça se passe sur Internet à 500 km d'Abidjan, etc. Et donc, oui, il y a des applications extraordinaires. Est-ce que c'est favorable au sens où ça retire des intermédiaires ? La médecine. Beaucoup de médecins commencent à faire des consultations ou des téléconsultations en Afrique, puisqu'il n'y a pas suffisamment de dispensaires où c'est difficile de se déplacer, et ils le font par téléphone portable. Et donc, il faut un peu d'électricité, il faut des relais, et oui, bien entendu, c'est une réponse, je n'allais pas dire sans limite, parce que j'aime pas ce mot-là, mais c'est une réponse clé. En termes de, vous parlez d'infrastructures, de routes, d'électricité, on a évoqué la question de l'eau. Je voudrais afficher ce graphique par rapport à l'eau que j'ai vu passer ce matin totalement par hasard, qui avait été poussé par le World Economic Forum. Alors c'est pas des chiffres très récents parce que c'est 2015, mais justement c'est sur l'accès à l'eau, Basic Drinking Water Service, hein, c'est-à-dire une source à moins de 30 minutes de distance ou un puits. Voilà. On voit que quand même, le sujet de l'eau distingue l'Afrique par rapport au reste. Est-ce que on a quand même non pas des invariants, parce qu'il faudrait que ça évolue, mais des points de blocage quand même majeurs. Est-ce que tout doit d'abord passer par l'eau, l'électricité, vous parlez d'électricité, vous parlez des infrastructures, ça reste un enjeu déterminant pour le développement du continent, selon vous, Jean ? Je pense que l'eau, oui, on ne peut pas en faire l'économie. Et alors, il y a le problème du réchauffement climatique, évidemment, qui vient renforcer le problème. Bon, le problème de l'eau, il n'est pas nouveau. Non, mais justement, il n'est pas nouveau. Je ne pense pas qu'il y ait une solution miracle. Évidemment, il n'y en aura pas davantage. Il y aura peut-être davantage de barrages, et encore. Mais l'eau, il faudra que l'économie africaine s'adapte au contexte géographique. Est-ce que la technologie, est-ce que les groupes, il y a des groupes français dans l'eau, hein, est-ce que la situation évolue quand même un petit peu dans le bon sens en Afrique francophone ou ailleurs? On ne peut pas vraiment dire qu'on manque d'eau en Afrique. On manque de distribution d'eau. Oui. Donc s'il faut, c'est des tuyaux et des réseaux. Et de délivrer l'eau. Il n'y a pas de ressources, à part au Sahel. En dehors du Sahel, en gros, il y a de l'eau partout en Afrique. Quelquefois, aussi en Sud, quand même, en Australie, il y a des endroits où il n'y en a pas. Mais on peut en trouver, on peut dessaler, mais simplement, c'est l'apport et la tuyauterie et l'entretien des réseaux. Oui. Quant à l'électricité, ça, c'est absolument clé. Vous ne pouvez pas développer une industrie, vous ne pouvez pas créer de valeur, vous ne pouvez pas développer une agriculture utile pour nourrir toutes les personnes si vous avez 5 heures de coupure par jour. Ça, c'est pas possible. Et donc, il faut développer une activité. Et là encore, il y a de la ressource, il y a de quoi faire du renouvelable. Là, il y a de la ressource, surtout si on prend de l'électricité renouvelable, et notamment le solaire et l'éolien, qui ont tout leur sens sur ce continent. Ça bouge, ça évolue, le sujet électrique, selon vous il y a des expériences, effectivement. Le problème, c'est aussi la production, mais c'est le transport. Qui est le grand problème de l'électricité aussi. Hein. L'eau, il en manque quand même un peu au Sahel. Oui, certes. Et donc, on a quand même une image de sécheresse en Afrique qui n'est pas purement... Qui n'est pas qu'une image, c'est aussi une réalité. Uniquement dans l'imaginaire des ONG. Mais oui, il y a par exemple en Afrique australe, il y a de la production d'électricité, mais il y a un problème de transport et de déperdition. Avec les éoliennes, par exemple, on sera peut-être plus proche, le consommateur sera peut-être plus proche du producteur qu'avec les grands barrages qu'on connaît à Cabora Bassa ou ailleurs, vous voyez où. Il y en a des grands barrages que vous nous rappelez, il y en a. Et tout. Mais ensuite, il faut l'amener l'énergie sur le continent. On peut imaginer le solaire, mais aussi l'éolien, notamment, vous savez, ces vents qui étaient des obstacles à la pénétration des navigateurs portugais et autres, peut-être qu'un jour, notamment avec l'éolien offshore, là encore, on a de la ressource potentielle. Alors, coup, il y a du vent. Il y a du vent, il y a de la ressource, et ça sera vraiment au large des pays concernés, sans problème. Bon, ce n'est pas encore fait, mais en tout cas, c'est une raison d'espérer pour l'Afrique. L'électrification de l'Afrique, sujet cher à Jean-Louis Borloo, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, il doit s'analyser de deux manières. Il y a amener de l'électricité dans les grands centres urbains, qui font à peu près aujourd'hui plus de la moitié du 1,5 milliard d'Africains. Il y a 750 millions de personnes auxquelles il faut apporter l'électricité en ville.
Ça, c'est des réseaux, c'est des grandes usines, c'est des grands barrages, c'est des grandes centrales. C'est un sujet. Il y en a un autre, c'est l'Afrique rurale. Il n'y a pas besoin de tout ça. Il n'y a pas besoin de réseaux, il n'y a pas besoin de grands centres. Il faut de l'éolien. Des petites ressources locales. Des petites ressources, de l'hydro, si on peut mettre des petites turbines par exemple, dans les rivières où il y a du courant, et ça vous alimente l'électricité pour un village de 1000 personnes. Et donc ça, c'est des petites micro-solutions, si je puis dire, adaptées aux lieux et aux villages. Et je veux dire qu'en France, par exemple, on a beaucoup d'entreprises qui sont très bonnes là-dedans, et donc il faut mettre en place un modèle économique, un financement qui va bien, parce que c'est assez dur à amortir aussi quand même, l'investissement initial. Et donc, il faut une volonté politique de s'attaquer à ce problème. Mais c'est deux problèmes différents. Les grands réseaux et puis l'alimentation rurale. Pour terminer, un point rapidement. Jean, vous parlez de l'ONGisation de l'Afrique. Vous dites que c'est un fait. Les ONG, de MSF à la Fondation Bill et Melinda Gates, ont un rôle essentiel en Afrique. Bon ou mauvais, positif, négatif. Enfin, on imagine que c'est a priori positif, mais je vous laisse. On peut dire que le colonisateur a été remplacé par l'humanitaire, d'une certaine façon, hein, dans la mesure... On peut imaginer que c'est un peu mieux. Enfin, encore une fois, en tout cas, il est animé de meilleures intentions. Oui, il est animé. Mais il y a quand même cet état de fait que des Européens... oui, mais quand c'est la Fondation Gates, quand c'est pour vacciner contre je sais pas quoi, la variole ou le... Oui. Ben, on peut... Et je crois qu'il y a des pamphlets y compris en Afrique, contre les arrière-pensées. On imagine. Notamment en matière de vaccins et autres. Je n'en sais rien, mais en tout cas, ce n'est pas accepté. Ah oui, bon, ça, on les a chez nous aussi, si c'est ça. Oui, non, mais je veux dire que ce n'est pas accepté comme la panacée. Ouais, d'accord. Et puis quand même, on peut se demander quand même si la présence des ONG n'est pas une atteinte à la souveraineté africaine, souveraineté qui leur est chère quand même. Il ne faudrait pas abuser de l'humanitaire, du point de vue africain en tout cas. Votre sentiment sur l'éventuelle programme de puissance des ONG qui font un boulot absolument formidable de service, et que si elles n'étaient pas là, les gens seraient plus malheureux, je pense. Et puis après, il y a des ONG de plaidoyer, qui n'est pas exactement la même chose, qui font bouger les choses, qui essayent de faire bouger les lignes politiques et intellectuelles et de modèles, et qui, là, quelquefois, empiètent un petit peu, ou sur les domaines économiques, ou sur les domaines d'autonomie de ces pays-là, oui. Mais il faut distinguer les deux. Mais je pense à l'ONG, effectivement, de Gates, mais aussi il y en a d'autres. Le GRET dans le domaine agricole, enfin, il y en a beaucoup qui font des choses magnifiques. Est-ce que les programmes de l'ONU sont toujours dans le coup le programme alimentaire mondial, l'ALPAM qui a eu le prix Nobel cette année. Bien sûr, ils sont dans le coup, mais la France, je regrette un peu que la France avait des positions et un savoir-faire extraordinaire en domaine agricole, et avec ce que j'expliquais tout à l'heure de la révision économique des années 90 avec la libéralisation, etc., un certain nombre de programmes de cette nature ont été arrêtés et ont été remplacés par des programmes plus internationaux, multilatéraux, du PAM, de l'ONU, etc., qui ont été un peu plus éloignés des populations et des besoins, je pense, malheureusement. Bon, le budget de l'aide au développement en France est en augmentation. Le ministre Le Drian s'en est réjoui. Alors c'est déjà ça. Puis recentré sur une quinzaine de pays précisément au sud du Sahel. La nature même de l'aide évolue. La Caisse de développement essaye de favoriser les investissements dans le sens du développement durable, forcément, pas uniquement de gros investissements. Ça devient plus subtil. Plus pragmatique et peut-être plus subtil, on espère plus efficace. Merci messieurs, merci à tous les deux. Je rappelle le titre de votre livre coécrit avec Stéphane Six, Jean de la Guerrière, l'Afrique, donc 2,5 milliards de voisins en 2050. Merci à tous les deux, très bonne soirée à vous, à demain.